période de retour de 100 ans. Maintenant, parfois, les périodes de retour, c'est 2 ans. Donc, il faudrait donc qu'on tienne compte. Et ça bouleverse toute la mécanique, ça bouleverse une partie de la mécanique. Parce que les toitures, quand on dimensionnait les toitures, on s'était sûr qu'un vent de 180 km/h peut tenir une toiture avec sa pression. Maintenant, quand on a 220 km/h, il faudra trouver de nouvelles approches pour cela. Je m'excuse d'avoir peut-être un peu braqué, mais je sais que le professeur Asako, avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui on est toujours en relation, va continuer à aller plus dans les détails parce qu'il y a beaucoup de volets qu'il maîtrise bien. Et mes collègues sont là, le professeur Mandia est là, docteur Pétan est là, madame Picoy Pascal est là, et puis Cabral est là. Pour que s'il y a des questions, vous allez leur poser. Merci le président, je vous remercie. D'accord, Il y a beaucoup d'informations. Et au-delà de l'information, il y a du savoir et du savoir-faire disponible pour améliorer les villes. Il faut qu'on devienne des villes smart. So we are in the age of information and communication technology, and smartness becomes very crucial. Donc, un appel à envisager la reconceptualisation du développement de villes dans une direction futuristique. Enfin, futuristique pour nous. Quand vous allez dans des pays comme la Chine, vous verrez qu'ils sont déjà dans l'avenir. Okay, so thank you very much for that. Professor René Julie Asako, you have been presented. You can continue from there. Yes, we will excuse Professor Pétan, who has another engagement. Merci, bon voyage. Bien, merci Monsieur le Président pour la parole donnée. Je suis totalement satisfait par l'approche qui a finalement été adoptée. Parce qu'au départ, il était question que je discute la présentation du professeur Pétan en l'enrichissant. Mais je crois qu'avec l'approche de la pédagogie à plusieurs voies, c'est beaucoup plus riche parce qu'on peut se compléter mutuellement. Quand le président a parlé d'un cours public, je me suis dit, il ne faut pas aller trop loin dans les intégrales, les X et machin, parce qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde aille jusqu'à ce niveau-là. Mais au moins, on peut dire des choses assez simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà pourquoi j'ai proposé un plan à 3 points. Le premier point, c'est le prolégomène sur les inondations, c'est-à-dire ce qu'on peut généralement savoir sur les inondations. Le deuxième point, c'est les causes et les conséquences des inondations. Et le troisième point, c'est comment gérer les inondations. Parce qu'en fait, je crois que c'est le plus important, une fois qu'on aura su ce que c'est et comment ça arrive. En allant donc plus loin, je peux dire que les inondations sont un phénomène naturel. C'est tout à fait naturel et elles se produisent dans le monde entier. Il ne faut pas que, parce que les inondations sont arrivées au Cameroun, on devienne alarmiste, on se dise oui, est-ce que le Cameroun est maudit, mais non, c'est un phénomène qu'on retrouve dans le monde entier, pour la raison simple que la planète Terre où nous habitons est recouverte à 70% d'eau. Donc il est beaucoup plus facile que nous soyons inondés plutôt que d'être asséchés. Parce qu'il y a beaucoup plus d'eau qu'il n'y a de terres émergées. Comme vous le voyez, j'ai mis ça pour qu'on puisse voir que le Cameroun, ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans un océan qui court le même risque. Bien, on peut dire pareil pour les grandes villes, parce que quand on dit oui, il y en a à Douala, à Yaoundé, à Maroua, mais comme vous le voyez sur cette carte, presque toutes les grandes villes du monde
où les conditions d'inondation sont remplies, sont exposés aux inondations. Quel que soit le continent que vous prenez, quelle que soit la grande ville que vous prenez, il y a toujours des risques d'inondation. Quatrième chose qu'il faut savoir sur l'inondation, les inondations sont un phénomène géographique cyclique. C'est donc prévisible. Malheureusement, nos décideurs ne sont pas tous venus. Il faut qu'on le sache. Les inondations sont prévisibles. Pourquoi? Parce que les inondations sont calquées sur la, si vous voyez là, sur la pluviométrie, qui est organisée de façon saisonnière. On sait quand il y aura la saison sèche à Yaoundé, on sait qu'il y en a deux. On sait quand il y aura la saison de pluie à Yaoundé, on sait qu'il y en a deux. Vous avez les deux pointes là, les deux modes, Yaoundé et en bas. On sait à peu près que au mois d'avril, mai, on aura une grande saison de pluie à Yaoundé. Au mois, comme vous le voyez là, au mois de septembre, octobre, il y a des risques énormes qu'il y ait des inondations. Ce que je dis de Yaoundé est valable pour Douala, pour Maroua, pour Tchang, pour n'importe quelle ville dont on dispose par ailleurs des données pluviométriques. Ombrothermique, je dirais, parce qu'en même temps, ça va avec les précipitations, mais aussi avec les températures. Alors, moi, je veux insister sur ça parce que chaque année, on fait comme si c'était quelque chose de nouveau. Alors que on peut déjà, dès le mois de juillet, s'apprêter à affronter des inondations. Alors, quand j'ai dit tout ça, je vais maintenant aux causes et aux conséquences des inondations. Je vais aller assez vite. Pour les causes, on peut les catégoriser. Il y a des causes géophysiques. Je m'excuse pour le S qui n'a pas été mis. Les causes géophysiques, quelles sont-elles? Une pluviométrie abondante. Pourquoi on parle d'inondation? On parle d'inondation parce qu'il y a de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau. Alors, si cette pluviométrie est relative, ou bien si elle est faible, il y a des chances qu'on ne puisse pas avoir d'inondation. Mais si cette pluviométrie est abondante, comme c'est le cas pendant les saisons de pluie, eh bien, c'est un facteur de survenance des inondations. Il y a les sols imperméables. Je préfère dire ça comme ça, l'imperméabilité des sols. Que ce soit les argiles ou alors le minéral urbain, puisque nous sommes dans les villes, les routes sont goudronnées, les terrasses et tout ce que vous voulez. Presque tout le sol urbain est imperméabilisé. Ça fait que lorsque l'eau ne peut pas s'infiltrer, eh bien, l'eau là n'a pas une autre façon de se mouvoir, c'est de circuler en surface. Donc, lorsque vous avez une pluviométrie abondante et un sol qui est imperméabilisé, vous avez là réuni les deux conditions de l'écoulement de surface de l'eau et qui provoque donc des inondations. La troisième chose, c'est la platitude du terrain et la faiblesse des altitudes et la faiblesse des pentes. Lorsque le terrain est plat, l'altitude est faible, la pente est faible, il y a forcément accumulation de l'eau. Parce qu'une même quantité d'eau qui tombe sur un terrain en pente aura moins de conséquences que la même quantité d'eau lorsqu'elle tombe sur un terrain plat où les altitudes sont faibles ou bien où la pente est faible. J'ajoute à ça les éruptions volcaniques. Bon, on va croire qu'on n'est pas concerné, mais attendez, on a quand même, le Cameroun a quand même 300 km de côte. On ne peut pas dire que nous ne serions pas concernés par les éruptions volcaniques, encore, enfin, sous-marines en tout cas. Puisque pour les éruptions volcaniques continentales, là, nous sommes plus ou moins habitués avec tout ce qui se passe dans le sud-ouest, et ainsi de suite. Mais c'est une cause fondamentale de survenance des inondations. Mais il n'y a pas que la géophysique. Il y a les causes anthropiques que je scinde encore en deux. Il y en a celles qui sont liées à l'aménagement. Des mauvais choix politiques. L'urbanisation anarchique. J'espère que par la suite, je vais vous expliquer avec quelques illustrations. Il y a le mauvais usage des équipements urbains. Commençons par les mauvais choix politiques. Là, j'aurais bien voulu m'adresser aux autorités en charge de la gestion de nos villes. Il arrive qu'on fasse des mauvais choix politiques.
par exemple, qu'on décide d'un lotissement là où il ne devrait pas être, ou alors qu'une fois qu'on a décidé de ce logement là où il ne devrait pas être, on ne prend pas la peine d'y réaliser des aménagements protecteurs, parce que, messieurs les décideurs, monsieur le président de l'académie, aucune zone n'est a priori inconstructible de façon absolue. Il faut simplement adapter les aménagements protecteurs par rapport à la zone qui a déjà été retenue pour recevoir l'urbanisation. Vous allez dans un pays comme le Canada, il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de galeries souterraines. Hein? Les plateformes pétrolières, on les construit où c'est pas sur la route, c'est en pleine mer. Mais des dispositions sont prises en termes de protection du site. Donc, quand je parle de mauvais choix politiques, quand je parle de l'urbanisation anarchique, c'est pour dire que simplement les dispositions urbanistiques ne sont pas prises, les dispositions environnementales ne sont pas prises, les dispositions de protection des sites ne sont pas prises pour recevoir l'urbanisation. Je parle ensuite du mauvais usage des équipements urbains. Eh bien, on le verra plus tard. Qu'est-ce qui fait les inondations à Yaoundé, au centre-ville de Yaoundé? Le professeur Pétain en a parlé tout à l'heure. C'est parce que le réseau hydrographique de Yaoundé, c'est un peu comme ma main, presque tous les cours d'eau viennent se rencontrer à la cour centrale. Et à ce moment-là, ces cours d'eau sont enterrés dans des canalisations qui n'ont été prévues que pour recevoir de l'eau. Bon, mais lorsque nous y jetons toutes nos ordures du marché du fond, de partout, les bouteilles en plastique, eh bien, ça vient donc obstruer les canaux souterrains. L'eau ne peut plus passer, elle est obligée d'arriver en surface. Parce que moi, je n'ai jamais vu une chose aussi têtue que l'eau. Vous ne pouvez pas contenir l'eau. Elle doit passer, elle doit passer. Si elle ne trouve pas le chemin, elle va tout faire pour se frayer son chemin ailleurs. Ah, on arrive au point le plus critique. Je le sais, nous sommes à l'académie. C'est les causes de transcendance. Encore une petite erreur à transcendance. Oui, mais mes chers collègues de l'académie, mes chères autorités, les inondations sont parfois des punitions infligées aux vivants par les morts. Nous sommes en Afrique. Il y en a marre de ces savoirs sélects où on pense que tout est dans les X et les intégrales. C'est vrai, mais nous avons notre culture. Les inondations sont même annonciatrices de certains grands événements. Nous devons le savoir, triste ou heureux. L'inondation est même une arme de guerre. Oui, il faut qu'on le sache. De façon transcendante, l'inondation a été utilisée par nos sociétés traditionnelles africaines et même actuellement encore comme une arme de guerre face à son ennemi. Voyons donc un peu l'urbanisation anarchique, comment ça se présente. J'ai pris ces photos de la ville de Douala au mois de novembre 2017. Regardez ce qui se passe. Il n'a pas encore plu. Nous sommes au quartier Bois des Singes. Il n'y a pas encore la pluie. Voilà la situation normale d'un jour où il n'a pas plu. Vous imaginez que s'il pleut ici, beaucoup de maisons sont déjà au niveau... Enfin, beaucoup de maisons se trouvent à une altitude inférieure à 0 mètre. 0 mètre étant le niveau moyen de la mer. Alors, imaginez donc qu'il pleuve dans ces conditions. Qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que l'urbanisation est en elle-même, de par sa nature, de par la façon dont elle est conduite, un facteur d'aggravation des inondations. Vous voyez ici, on est toujours à Douala. Vous voyez les matières plastiques dont je parlais, ça c'est le parcours Vita à Douala, et le quartier Bilongue, nous sommes toujours à Douala. Regardez vous-même comment ça se passe. S'il y a de l'eau, là où vous voyez les bouteilles à gauche, il était prévu, enfin normalement ce qui est là c'est une rivière. Mais même l'eau de la rivière, vous ne la voyez plus. Et vous avez les bouteilles à ce niveau parce que l'eau est montée à un niveau, a laissé les bouteilles en suspens et peut-être qu'il y en a en dessous. Je vais encore plus loin. Nous sommes à Yaoundé. Regardez la photo A. C'est le quartier Ligjoa. B, c'est la briqueterie. Et à C, ne vous offusquez pas, nous sommes à Bastos. Voici ce qui est fait, justement, des équipements d'assainissement urbain. Lorsque toutes ces bouteilles-là sont
On est bien à Bastos, d'accord. Mais il y a des canalisations, d'accord. Mais quel usage nous en faisons? Voilà autant de choses qui aggravent donc les inondations dans la ville. Je vais encore plus loin. Pour ceux qui sont à Yaoundé, vous connaissez là, vous reconnaissez ici le quartier Sofavin, à la sortie sud de Yaoundé. Un jour qu'il avait plu. Mais les bouteilles, les bouteilles de la photo à l'extrémité gauche et les bouteilles à l'extrémité gauche encore, mais en bas, j'avais pris ces photos avant la pluie. C'était déjà comme ça. Ça fait que quand la pluie arrive, donc, vous avez cette situation. Hein? Il y a déjà les Yaoundé qui croient qu'on n'est pas à Yaoundé, mais on est à Yaoundé là, à Sofavin, à cause justement de ce mauvais usage des équipements d'aménagement urbain. Je vous ai réservé ici, j'espère que le réseau va nous le permettre, pour voir comment l'urbanisation anarchique peut causer et aggraver les inondations. C'est une vidéo que j'avais prise à Douala. Je vais... Sorry? Sorry, Doc. Yeah, the sound is not good, that's for sure. Bon, je crois que vous avez donc... Professor Asako, there was a problem of a YouTube, which is now ended. Just showing us some of the situations in Douala from the air. Maybe teledetected. So I think let's go back. He's now going back to the lecture. He's going back to the lecture. He's sharing his Oh, you're not sharing? because we still have only the presentation of Professor Peter on the screen. No, you go back to your share the screen and touch it. The green on your own screen. Share the screen, and you get back to us. Pascal, vous pouvez l'aider et nous tous, hein, parce que moi, surtout ceux qui sont en Zoom, ne partagent pas l'écran. No, they will do. The host is going to give you back the sharing. Attendez, je vais me connecter sur Zoom. C'est quoi la... Yes, and I think he will connect to Zoom so that that error will not occur again because it will be obvious. C'est où? Comment il s'appelle? Pascal. Passi. Voilà. Okay. Attendez, Are we there? Okay. I'm not seeing either from my screen. Attendez, je vais me connecter. Ouvrir le lien. Choisir. Yes, that's what they're doing, yes. We are connecting. Yes, we're trying to do that. We'll get to you. We'll get you back. Il y a déjà ID. Oui, ça c'est le mot de passe. Bon, alors, ouvrir
lancer. C'est quoi le nom de la réunion déjà? Quand ça remplace, Il y a un petit souci. parce que normalement, ça devrait prendre la réunion. Oui, oui. Yes. Yeah, where are you? We have a problem here. Okay. Anyway, Voilà, it's not available. I c'est think. bon. Okay, it's okay. Mon nom, Okay, then we can have the presentation without Yeah, I think. Yeah, he's not available. c'est Yeah, I think we'll make sure that the volume is okay. c'est Petit X. hein? No, hold on. We might be fortunate to Ça get. allait être embrouillé. Ça allait être C'est la embrouillé. même taille que ce. Ouais. Attendons voir si vous demandez autre chose. C'est le petit X. Ah oui. Alors, bon, je ne vais pas plus loin. C'est 7, non? C'est oui, chef. C'est 5, Petit X. petit x, petit d, petit w. Ça a l'air d'aller. C'est bon? Voilà, c'est maintenant qu'il se connecte. Pascal Wang Safon. Oui, Ça. oui. Ok. C'est le nom. That's fine. we're actually losing a lot of time. Yeah, we are losing a lot. We can do not go ahead and lecture. Yeah. Bon, si on n'y parvient pas, en attendant, Ah, je crois qu'on y est déjà. on y est déjà. Okay. Good. So we can enter. Ok, c'est bon. C'était pour tester le son. C'était pour tester le son. Ah, voilà. Si le son est OK, C'est bon. on peut y aller. Est-ce qu'ils m'entendent? Are you hearing? No, go ahead, Prof. Entendu le gars. Okay. Hein? Ici? You are hearing him, OK. Donc, je crois que vous pouvez rapidement terminer. Comme ça, nous allons... Parce que là, nous sommes en arrière par rapport à la programmation des activités. Bon, je continue alors. Oui. Là, je partage où? Sur le Zoom. Non, sur Zoom. Cliquez dessus, cliquez dessus. Cliquez dessus. Oui, j'ai cliqué. Oui. Alors, Mais le verre ne monte pas chez toi. Le verre ne se monte pas. Parce que c'est pas le bon écran ici. apparemment, ce n'est pas le bon écran. Ouais, voilà le bon écran. Voilà le verre. Voilà le verre. Où? Le Là? verre, Oui. Ok. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah. Hein? Oui, oui. Bon, je crois que comme nous avons le son, Vous avez quand même le son? vous avez le son? Hello, Prof. It looks like they're no longer. If you can hear him, let's go ahead. Let it just stop. Yes, all right. Okay. Yeah. Let it just stop. We can hear it. Okay.
Professor Sako, you can go ahead. Ok. Alors, je parlais déjà des conséquences des inondations, que tout le monde peut connaître. Il y a les conséquences négatives et les conséquences positives. Parce qu'on a tendance à croire que dans l'inondation, il n'y a que ce qui ne va pas. Parmi les conséquences négatives, vous avez naturellement les pertes en vies humaines, vous avez des dégâts matériels, des biens meubles et immeubles, vous avez l'apparition des épidémies, aggravation des morbidités existantes, parce que bien souvent, à l'issue des inondations, vous avez l'apparition des épidémies comme celle de choléra. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Douala en 2004, et qui s'est propagé jusque dans les pays voisins du Cameroun. Donc vous avez des dérèglements budgétaires. Pourquoi? Parce que les inondations viennent provoquer des situations qui n'étaient pas souvent prévues dans les budgets des collectivités territoriales décentralisées ou même au niveau du gouvernement. Tout dépend de l'ampleur du phénomène. Il faut donc très souvent retoucher le budget pour tenir compte de ce problème-là. Bon, mais ce n'est pas propre aux inondations. On l'a vu dans toutes les structures étatiques, comment les budgets ont été revus du fait de l'avènement de la pandémie du coronavirus. Donc ce qui a été fait pour le coronavirus est valable d'ailleurs pour toutes les autres catastrophes naturelles qui peuvent survenir en cours d'exécution d'un budget. Vous avez comme dernière conséquence négative les perturbations politiques, parce que les inondations viennent parfois mettre à l'épreuve l'action publique et sociale, même au niveau gouvernemental. Vous voyez que cette conséquence est en lien direct avec ce que j'avais dit en termes de cause, s'agissant notamment des mauvais choix politiques. Beaucoup de maires ont perdu, beaucoup de conseillers municipaux ont perdu leur mandat du fait de la survenance des inondations à des moments pas du tout opportuns. Maintenant, les inondations ont aussi des conséquences positives, il faut le dire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait une quantité abondante d'eau superficielle vient donc alimenter, parce que après tout, l'eau va à l'exutoire, et une bonne partie s'infiltre quand même, ce qui alimente donc les nappes aquifères, ce qui n'est pas toujours évident, notamment dans les milieux sahéliens et désertiques. Bien, les inondations entraînent aussi une vivification des écosystèmes halieutiques. Parce que autant l'eau nuit, autant l'abondance de l'eau nuit à certaines espèces, autant elle est tout à fait favorable à la survie et même à la vie, à la reproduction et la résurgence d'autres espèces écologiques. Les inondations entraînent la fertilisation des plaines inondables. Vous savez que de façon tout à fait classique, historique, c'est la fertilisation de la vallée du Nil qui a produit toute la civilisation dont on a parlé jusque-là. Donc les inondations permettent quand même la fertilisation des zones inondables. Et pour ne pas oublier notre transcendance, les inondations, c'est aussi l'occasion de réconciliation transcendante entre les vivants et les morts, par l'apaisement des esprits, par le lien transcendant qui s'établit entre nous et ceux qui ont été avec nous et qui ne sont plus. Maintenant, les exemples de dégâts en termes de conséquences. Je vous ai réservé ici quelques vidéos. Commençons par celle-ci en espérant que... Suivez juste. Dégradation des biens matériels, meubles. Ça, c'est le fondement d'un immeuble en direct. Pour vous dire que ce n'est pas qu'au Cameroun, regardez ce qui s'est passé à Karachi, au Pakistan. Je suis sûr qu'on a rarement vu ça au Cameroun à ce niveau-ci.
voitures qui nagent, comme disait le président. Regardez le niveau de l'eau qui va presque jusqu'à engloutir les poteaux électriques. D'entrée de la ville de Marois le jeudi 3 septembre, le long de l'axe qui mène au chef-lieu de la région de l'extrême nord sont engloutis par les eaux. Depuis 2 semaines, des pluies diluviennes plongent la région dans le désarroi. La situation a amené le chef de l'État Paul Biya à dépêcher une mission interministérielle sur le terrain. C'est une délégation de 7 membres du gouvernement et que chaque membre du gouvernement qui est ici a un rôle particulier à jouer. L'administration territoriale, l'économie, l'habitat, les collectivités territoriales décentralisées, l'agriculture, l'élevage, tous les secteurs touchés par la furie des eaux sont passés au peigne fin. À la première étape, les membres du gouvernement reçoivent des explications des techniciens et des autorités locales sur l'ampleur des dégâts. Dans l'agenda de la mission interministérielle, il y a l'assistance du chef de l'État Paul Biya aux sinistrés des inondations de la région de l'extrême nord. Bien, comme vous le voyez donc, les inondations finalement c'est un phénomène qui concerne beaucoup de secteurs parce que les gens ont eu tort de condamner cette mission interministérielle en disant mais pourquoi tant de ministres pour les... Mais parce que tous ces ministres-là gèrent des départements ministériels qui sont directement ou indirectement concernés par les catastrophes naturelles, dont les inondations. Cela nous amène donc au troisième point, à savoir comment gérer les inondations. Eh bien, et comme toute catastrophe, les inondations se gèrent en situation. Soit d'abord en situation, c'est-à-dire pas des actions curatives, mais aussi de façon préventive, en prenant des dispositions pour que les inondations ne surviennent pas. Ou tout au moins, si elles surviennent, qu'elles aient des conséquences qu'on peut relativiser. En termes d'actions curatives et d'urgence, il y a l'évacuation et la sécurisation des victimes. Ça, c'est la première chose. Comment faire pour évacuer et sécuriser les victimes? Deuxième chose, c'est le débouchage des drains. Il faut laisser le passage à l'eau, parce que s'il y a une inondation, c'est parce que l'eau cherche le passage. À partir du moment où on débouche dans les drains, comme on l'a vu avec le canal souterrain à la pause centrale, ben, il faut simplement déboucher les drains pour que l'eau puisse retrouver son passage normal et libérer la surface. Bon, il y a l'évacuation de l'eau par tous les moyens possibles, parce qu'en fait, c'est l'eau qui cause les inondations. Les pratiques de transcendance pour stopper la pluie. Mais bien sûr qu'on sait stopper la pluie. Le chef traditionnel est là, il sait qu'on peut stopper la pluie. Il faut qu'on arrête de minimiser nos savoirs, parce que nous avons des savoirs ancestraux qu'on peut valoriser, y compris quand nous sommes en académie. Maintenant, les actions préventives. Il y a des solutions techniques qui existent. Il y a la réalisation des cas d'occupation du sol, il y a l'application du droit foncier et immobilier, il y a l'éducation des masses, il y a le respect de préservation de l'harmonie de la transcendance qu'on peut donc à titre préventif utiliser pour éviter les inondations ou tout au moins amoindrir les conséquences. Je vous ai préparé là toute une série d'outils techniques qu'on peut utiliser pour prévenir les inondations. Vous voyez qu'entre la transcendance et la technique, le lien est parfois très évident. Vous avez ici le site de la ville de Yaoundé. D'abord, là, ici, la première image, c'est le réseau hydrographique de la ville de Yaoundé qui est drapé sur le modèle numérique de terrain en 2 dimensions avec des classes d'altitude qui vont donc des zones les plus faibles où le risque est plus élevé par contre parce que vous voyez c'est plus noir, aux zones qui sont plus claires et où le risque est quasiment nul parce que c'est totalement en hauteur. À côté de ça, vous avez cette image qui combine donc 2 choses. 1, la distance des espaces par rapport à l'eau et 2, l'altitude du terrain. Donc les zones les plus exposées aux inondations seront donc celles qui sont non seulement plus proches de l'eau, mais aussi des
zones dont l'altitude est faible. Ça fait que ça peut être un bon instrument d'orientation de l'urbanisation à l'usage de ceux qui doivent décider de ces choses-là. À partir de ce document-ci, faut que j'y arrive. À partir de ce document, à l'extrémité gauche en bas, vous avez donc le modèle numérique de terrain de Yaoundé en 3 dimensions. Vous voyez les collines qui sont du côté des Boudis et tout ce que vous voyez, et qui descendent régulièrement vers le sud de la ville. Plus intéressant maintenant, en termes d'opérationnalité, regardez les 2 derniers documents à l'extrémité droite. Le premier est ici. Lorsque l'eau, on fait des simulations. Si l'eau monte jusqu'à 7 cm, parce que nous sommes ici au plateau moyen central qui est de 700 mètres environ, on se dit, si l'eau monte jusqu'à 7 cm, voici les zones qui seront directement concernées, donc exposées au risque d'inondation. Et vous les avez là, hein, en gris. Alors que tout le reste de l'espace est, je veux dire, indemne, ou tout au moins, n'est pas exposé aux inondations parce que l'altitude est assez élevée. Mais si l'eau monte donc maintenant à 720 mètres, vous voyez, ici, les zones qui sont en gris sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus étendues, parce que l'eau étant montée à 10 mètres de plus que la première simulation, on peut avoir des conséquences beaucoup plus catastrophiques. Je veux dire donc par là que nous avons au plan technique, un ensemble d'outils en géographie qui permettent donc de modéliser les inondations et d'en prévoir les conséquences. Je vais conclure. Je conclue, Monsieur le Président, pour dire que dans les solutions, malheureusement, on ne peut plus imaginer l'aménagement de nos villes sans les casses. Ça fait mal, mais c'est comme ça, puisque les 3 quarts de nos villes sont construits de façon désordonnée, contre les gains, sans le moindre respect de la réglementation en vigueur. Il n'y a pas une autre solution que de casser. Je vous ai fait là, ça va bientôt finir. Alors, nous sommes ici Une petite au vidéo. quartier Oda, sur la route de l'aéroport international de Yaoundé-Simalek. C'est en ce moment même que ça se passe. Exactement le 8 septembre 2020. Eh bien, je fais cette vidéo pour montrer les casses qui ont été perpétrées par les autorités en charge des questions d'urbanisme. Je crois notamment pour libérer les emprises plutôt, en vue de l'élargissement de la voie qui doit relier la capitale camerounaise à l'aéroport international, entre autres. Donc je fais cette vidéo pour montrer que ce genre d'opération est malheureusement ou heureusement appelé à se multiplier et à se généraliser dans les villes africaines, compte tenu du fait que l'urbanisation s'est souvent faite de façon anarchique, les gens ayant construit sur les entreprises, les gens ayant construit dans des zones non aedificantes, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas adaptées à l'urbanisation. Bon, bien malheureusement, je dis bien malheureusement, puisqu'il faut s'attendre à ce que ce genre d'opération occupe plus du tiers de l'espace urbanisé, parce que, aussi, pour dire vrai, il y a moins de la moitié des villes africaines, camerounaises de façon particulière, où l'habitat a été construit en respectant les normes urbanistiques. Donc, c'est tout aussi valable pour la libération des entreprises, comme ça l'est pour la sécurisation des zones sensibles, comme les fonds de vallée inondables, comme les zones réservées pour la réalisation des équipements publics. Donc, cette vidéo était en fait pour montrer ce qui malheureusement doit se faire. Je dis malheureusement parce que c'est
cela entraîne des dégâts matériels, cela entraîne la perte de logements pour un grand nombre de citadins, mais heureusement parce que cela permet de rétablir l'ordre en ce qui concerne l'urbanisme et l'occupation du sol en milieu urbain camerounais en particulier et africain en général. Voilà. Donc, et je vous dis, ça se passe en ce moment. Vous n'avez qu'à aller à Oja, vous allez exactement expérimenter la même chose. Je termine par un cri de cœur. Je suis urbaniste, vous le savez. Je pense que jusque-là, nous avons construit des villes camerounaises et africaines pour des Occidentaux que nous ne serons jamais. Nous ne le serons jamais parce que nous sommes africains. Il est temps, à mon humble avis, qu'on aménage les villes en fonction de notre conception de l'espace, en fonction de notre cosmogonie, en fonction de ce que nous avons de plus important à nous-mêmes, c'est-à-dire la culture. On ne peut pas continuer à ignorer ou à omettre la transcendance dans l'aménagement de nos villes. C'est après avoir lancé ce cri de cœur, Monsieur le Président de l'Académie, que je termine mon exposé. Je vous remercie. Merci pour l'effort. Merci pour cette présentation en profondeur. Nous avons pu capturer la situation réelle sur le terrain et avec des conseils en matière de solutions. Et vous avez ajouté la dimension spirituelle. Certains pensent que le scientifique ne pense pas à cet aspect-là. C'est une dimension qui a sa valeur. Je vous remercie. Bien sûr, on va vous poser des questions plus tard, mais nous allons entendre les autres d'abord. D'accord. Avant de recevoir les questions. Donc, all your questions. Il y a des questions. Je vais appuyer sur terminer.